Salut à tous et bienvenue sur le podcast de la prod. Je suis Jean-Baptiste Lalo, producteur, et dans chaque épisode, je vous propose de rencontrer des actrices et des acteurs du monde de la production, dans les domaines de la pub, du clip, de la fiction et des autres formats vidéo. On parle de leur parcours, de leur métier et de la production. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute! Un petit message avant de commencer, je voulais vous dire que j'apprécie énormément de faire ce podcast et j'espère que ça vous plaît de l'écouter aussi. Si ça vous plaît et que vous voulez m'aider, en tout cas n'hésitez pas à mettre une note et un avis dans Apple Podcast ou dans votre appli de podcast, ça m'aide vraiment énormément à le faire découvrir. Et aussi je suis hyper preneur de retours, positifs ou négatifs. Vous pouvez m'écrire sur lepodcastdelaprod@gmail.com et je suis hyper curieux de connaître un peu ce que vous aimez et ce que vous aimez pas dans ces épisodes. Peut-être aussi des suggestions de nouveaux invités que je connaîtrais pas. Et puis aussi s'il y a des questions que je pose pas et que vous voudriez me voir poser, n'hésitez pas à me les suggérer aussi ou toute autre suggestion. Voilà, je suis hyper preneur. Je vous remercie et n'hésitez surtout pas. Salut Jean-Baptiste. Ça va bien ? Ça va, merci. Ouais, je suis Merci ravi de de te me rejoindre recevoir. je suis ravi de te rejoindre sur le podcast de la prod. Alors, toi, tu as un parcours un peu différent des autres gens que j'ai eu jusque-là, donc ça va nous donner l'occasion de changer un petit peu. Ouais, Et tu vas nous raconter tout ça. avec Est-ce que plaisir. déjà tu peux me dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui ? Alors aujourd'hui et maintenant depuis bientôt 5 ans, depuis 4 ans et demi, je suis à la tête d'un bureau, de conseil en exécution, principalement, dédié aux marques de luxe, en tout cas cosmétiques, slash, luxe, qui s'appelle Kind Paris. Kind, comme, gentil en anglais. Ouais. Donc voilà, j'ai monté ce bureau, comme je te disais, il y a bientôt 5 ans et j'ai envie de te dire que ça marche plutôt bien. On a monté ça après, des années d'expérience, dans différents domaines et notamment dans la publicité, et dans la plus spécifiquement la production D'accord. et Et c'est quoi un bureau d'exécution image par rapport à une agence ou une prod ? alors c'est ni l'un ni l'autre. En fait, moi j'ai travaillé en agence, très longtemps, une vingtaine d'années maintenant et en fait, je me suis rendu compte au fil des années que la création, le conseil en communication et la production sont pour moi 2 métiers différents, bien que, intrinsèquement liés puisque l'un ne va pas sans l'autre. En revanche, dernièrement, le système, agence, enfin l'espèce de mélange agence, client, producteur, fournisseur et cetera devenait un peu confusant, et que je trouvais que, au sein des agences, les métiers avaient tendance à devenir un peu, confondus les uns avec les autres et qu'il manquait du coup, cette espèce de spécialisation, de spécificité du métier et que j'ai cru apercevoir il y a une 4-5 ans que la relation allait alors non pas se diliter parce que ce serait pas sympa vis-à-vis des gens qui font ce métier encore de manière classique, mais j'ai observé un manque d'objectivité, au sein des agences au moment de passer au stade de la fabrication et que j'ai décidé, j'ai spontanément, visualisé à un moment donné où les clients, peut-être, auraient tendance à vouloir, séparer les 2 corps de métier. Faire D'accord. de la création, c'est une chose, faire de la production, c'est autre chose. Moi, je ne sais pas produire, en revanche, je n'ai jamais produit à proprement parler. En revanche, je confie ce que me confient les clients à des gens dont c'est le métier, propre, à savoir, les producteurs indépendants. D'accord, donc toi, t'es pas entre l'agence et la prod. Tu es à côté de l'agence, en parlant directement au client, c'est ça ? Je suis au milieu. Je suis au milieu d'un triangle, qui Ouais. est, l'annonceur, l'agence de publicité et le producteur. Je pars du principe que l'agence de publicité, une fois qu'elle a fait sa création, alors soit elle est équipée, d'un service de production qui délègue ensuite à des producteurs indépendants, soit
dernièrement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup d'agences qui se sont équipées en production interne, intégrée. Ouais, Moi, c'est là que j'ai commencé à vouloir prendre un peu mes distances avec ce métier parce que je considère que c'est renier un peu le savoir-faire quasiment artisanal des producteurs indépendants dont ça a toujours été le métier, qui font énormément d'efforts pour développer des talents et nous offrir une valeur ajoutée absolument indéniable. Moi, j'ai décidé de m'extirper de ce système et de dire en fait, je ne serai ni le client, ni l'agence, ni la production. En revanche, je serai votre meilleur arbitre pour une situation donnée. d'accord. Voilà. Ok. Bon, Et je vais d'abord te faire parler d'autres trucs avant, mais tu vas nous expliquer un peu plus parce que c'est assez nouveau. Enfin, ça existe déjà ou pas? non, Ok, t'es la première. C'est pour ça que t'en parles j'adore pas encore. j'adore cette question. C'est bien. Voilà, on va commencer par le début. Sinon, toi, tu viens d'où? Tu parles de mon parcours ou de mes Ouais, origines? ouais, ou avant, non, non, avant ton bac, quoi. En gros, tu t'as grandi où? J'ai grandi à Paris, Ouais, Paris centre. J'ai fait, Alger-Paris, sans transition, à l'âge ouais, de 4 ans et demi, 5 ans, je crois. On est arrivé en France dans les années 80 ouais, et en fait, j'ai des parents qui ont eu une espèce de flair incroyable, de dire, «On vient en France, mais vous grandirez à Paris, dans Paris centre», parce que c'est là que ça se passe. On était tentés évidemment comme tout le monde, d'accepter les propositions de logements sociaux, ouais, en dans les banlieues dédiées, et je pense que mon père qui était en France depuis, déjà plusieurs années, bien que ses enfants et sa femme étaient en Algérie, avait un peu flairé, le fait que malheureusement et c'est vrai encore aujourd'hui, que le l'idée de devenir, enfin de se voir un avenir, un petit peu plus, lumineux, ça passait aussi par vivre dans une grande capitale et à l'intérieur de cette capitale, essayer de se donner au maximum, les moyens pour ses enfants d'accéder à la culture, à des grands lycées, donc ça a été évidemment au prix d'un sacrifice, social, qui était de grandir vraiment dans un tout petit espace, ouais. néanmoins d'être, à côté, du lycée Charlemagne, de Beaubourg, du Louvre, donc c'était la manière qu'avaient mes parents de nous dire: «Voilà, aujourd'hui, nous, on va se sacrifier pour vous faire grandir, dans Paris, dans le Marais. En revanche, à vous ensuite d'en saisir les clés et de faire de votre vie quelque chose d'intéressant pour le moins». Et donc, j'ai grandi, moi, je suis une pure parisienne, j'habite encore Paris Centre aujourd'hui. J'ai d'ailleurs pas quitté le quartier, mon quartier de prédilection et c'est vrai que c'est tout bête à raconter, mais ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a donné envie voilà, de réussir, ma vie, mais dans un domaine, qui n'est pas forcément, ouvert à des enfants issus de l'immigration, on va dire. Ouais, d'accord. Et du coup, tu une petite pression pour, de Ah réussite justement? oui, j'avais une pression, énorme, d'autant que tous mes frères et sœurs, on n'est pas tous venus en France en même temps. J'ai mon frère aîné, Tahar et moi-même, qui ont eu, la chance d'être, rapatriés en France, ce fameux regroupement familial dont on parle Ouais, encore aujourd'hui. Mais j'ai 3 de mes sœurs qui, elles, sont restées là-bas parce que c'était pas possible de venir, à 5 enfants à l'époque en France. Donc la pression, elle est née du fait que, mes sœurs me regardaient avec un regard, de privilégié et me disaient, mmh. «Nous, on va rester là pour l'instant, mais en tout cas, essayez-vous de réussir pour que dans quelques années, on puisse vous rejoindre». Et ils sont venus ensuite ou, Ils sont venus par la suite, ouais, ouais, une d'accord. une quinzaine d'années plus tard. Ah ouais, d'accord, OK, quand même. D'accord. Et donc toi, tu savais ce que tu voulais faire quand tu étais au lycée ou? Alors au lycée, je j'étais pas une élève excellente, mais j'étais une élève, très correcte, très bien élevée, toujours Ouais, dans cette idée, d'éducation stricte, qui consiste à respecter l'autorité, à respecter l'éducation nationale, à respecter, le pays qui nous accueille. J'ai vraiment été élevée là-dedans et ouais, du coup, j'ai poussé, jusqu'au bac et ensuite, 1 an et demi de fac, mais très vite la réalité matérielle malheureusement nous a, rattrapés et j'ai dû commencer à travailler, relativement tôt. À l'âge de 20 ans, j'ai arrêté la fac et je me suis mise à chercher des boulots à droite à gauche, l'ambition de l'époque étant, dans l'idéal de travailler dans un bureau, d'avoir un chauffage et de ramener un peu de quoi vivre, de quoi aider ses parents, de quoi aider,
la famille qui est restée là-bas aussi. Du coup, le fait de travailler est arrivé assez vite, mais toujours T'en dans... avais besoin pour payer tes études, ou c'est plutôt que... Oui, en fait, j'avais cultivé l'illusion que les études s'arrêteraient pas là pour moi, et j'étais aussi attirée par un métier que je trouve très louable, très noble, qui était le métier d'éducateur. Et en Ouais, fait, j'avais identifié une école une école privée d'éducateurs spécialisés, mais payante. Et je me suis dit, bah en fait, je vais travailler un an histoire de réunir suffisamment de sous pour me payer cette école. Sauf qu'entre-temps, je me suis fait repérer comme hôtesse standardiste dans une petite agence de publicité qui se trouvait à Neuilly-sur-Seine à l'époque, d'accord. au sein de laquelle j'étais l'hôtesse, la fille à tout faire, qui envoyait des coursiers, qui réceptionnait les clients, qui réceptionnait les fax, enfin hôtesse d'accueil, voilà, tout ce qu'il y a de plus banal. Et c'était un Euh, hasard, je veux dire, tu t'es retrouvé en agence comme ça, juste parce que tu Oui, cherchais un j'étais job inscrite dans une agence d'hôtesse qui existe encore, qui s'appelle Pénélope. Et en fait, selon le profil selon le profil des hôtesses qu'ils recevaient, ils t'envoyaient dans tel ou tel site. Donc ça pouvait être aussi bien hôtesse à Roland-Garros que à Rungis, au salon de l'agriculture. Moi, j'avais un profil, je parlais anglais couramment. Ça, c'est une chose qui a énormément joué. Je parlais déjà très bien anglais. Ouais. Et ils m'ont dit, bah, on cherche quelqu'un qui parle anglais et qui se débrouille un peu et qui a pas peur de faire des heures, et ça sera dans une agence de publicité. Et c'est tout a commencé à ce moment-là. D'accord. Et alors ça ressemble à quoi ça ressemble à quoi enfin, t'as fait ce job-là combien de temps avant que ça change? Alors, je me suis fait T'as des débaucher, souvenirs? j'étais pas salariée de l'agence, j'étais Mmh. salariée Pénélope, donc un genre d'intérim, on va dire. Mmh. Et au bout de 6 mois, l'agence m'a repéré, un directeur commercial à l'époque, qui était sur le compte Chrysler and Jeep, m'a repéré parce que j'avais un peu de tchatch, j'allais dire je présentais bien, c'est pas du tout l'aspect physique, hein. Je présentais bien dans le sens où je voulais être la meilleure hôtesse d'accueil du monde, quoi. Ouais. Voilà. Je voulais pas que ce métier soit perçu comme comme un sous-métier. Donc je me suis dit, bah t'es hôtesse, mais tu seras la meilleure hôtesse. T'es standardiste, mais tu seras la meilleure standardiste. Ça matérialise comment ça? Qu'est-ce que tu faisais de Bah, particulier? faut pas attendre qu'on vous donne des instructions. Je prenais des initiatives un peu osées qui auraient pu me valoir de me faire de me faire gentiment recaler parce que je dépassais un peu. C'est tout bête, mais à l'époque il y avait encore des fax. Le mail n'existait pas encore tout à fait. Il y avait Ouais. encore des fax et des gros clients envoyaient des fax à des gros directeurs commerciaux. Et moi j'avais déjà une obsession à l'époque qui est l'orthographe. Figurez-vous, enfin, figure-toi. Mmh. Et je voyais des fautes d'orthographe dans les mails qui arrivaient et qui repartaient. Et je pouvais pas m'empêcher de le dire aux destinataires, tout comme à ceux qui les expédiaient. Et je pense qu'il y a parmi les patrons qui m'ont recruté à l'époque, ils se sont dit, voilà, une nana de 20 ans qui a pas fait d'études, qui est obsédée par l'orthographe, c'est forcément un profil intéressant. Voilà. Et donc tu le faisais remarquer aux clients aussi, hein, c'est ça que tu as dit, hein, aux destinataires? Bah, en fait, je disais aux personnes de l'agence que leurs clients faisaient des fautes, voilà, Ah oui, d'accord. et que je trouvais que c'était pas normal dans un milieu où les gens quand même défilaient devant moi. Il y avait, je sais pas, peut-être 80 personnes dans la société à l'époque, où pour moi c'était l'élite, c'était des gens qui faisaient de la pub. Enfin, c'était du rêve. Je ne concevais pas qu'on puisse en arriver aussi loin socialement parlant et ne pas maîtriser les courriers qu'on envoyait. Voilà. Mais donc tu avais quand même un petit peu de culot déjà de dire ça alors, Ouais. à ce Moi, moment-là, quoi? j'avais rien à perdre en fait parce que moi j'étais pas salarié de la société. Ouais, Si j'étais passé pour quelqu'un d'impertinent, ils m'auraient placé ailleurs. C'était pas vraiment dangereux, mais ouais. le, la, la- cette manière que j'ai eue de mettre un point sur ce qui pour moi était une anomalie sociale, ça m'a plus servi qu'autre chose. Et la preuve, c'est que derrière le parcours qui s'en est suivi a été plutôt intéressant. Et il s'est passé quoi donc? Ça t'a fait repérer dans l'agence et on t'a donné un autre job dans l'agence, c'est ça? Absolument. On m'a Ouais, offert un CDI dans l'agence, comme, assistante de production. Alors, assistante, jusque-là tout allait bien. Production, là j'ai collapsé. Je leur ai dit: «Mais moi je sais pas ce que vous faites, je comprends rien». Enfin voilà. Et en fait, ils m'ont dit: «T'inquiète pas, la pub, c'est un métier qui s'apprend sur le tard, et et on a confiance en toi et tu vas y arriver». Voilà. Et pendant, je dirais, ouais, un bon 4 5 mois, il fallait simplement que j'arrive 2 heures avant que tout le monde arrive. Donc il fallait qu'à 7 heures, je sois dans le bureau de l'équipe
du directeur qui m'avait, comment dirais-je, sollicité à l'accueil. Et cette équipe travaillait 10 fois plus que les autres parce que c'était un client international très important. Et tous les jours à 7 heures, on se réunissait, et puis j'apprenais, j'observais, je notais. Et petit à petit, bah, avec effectivement une espèce de bagou, on peut appeler ça comme ça à l'époque, je, j'ai gravi les échelons, même si je j'aime pas beaucoup cette expression, mais c'est littéralement ce qui s'est passé à ce moment-là. Je voyais sur ton LinkedIn que tu étais devenu chef de pub, c'est ça? Oui, oui. Heu, tu peux nous expliquer ce que c'est ce métier? Alors à l'époque, enfin ça existe encore, hein, Mmh. c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des commerciaux d'agence. En gros, chef de pub, c'est quelqu'un qui a affaire aux clients tous les jours et qui répond, aux demandes des clients, que ce soit, sur, le suivi d'une campagne, l'exécution, l'organisation d'un shooting en coordination avec le service achat d'art, le service production. Donc en fait, j'étais entre les commerciaux, les créatifs et la prod. Et moi, très vite, j'ai identifié la prod comme étant ma matière préférée. Voilà. D'accord, OK. Tout comme l'anglais à l'école, je me suis concentrée dessus et j'ai négligé tout le reste. Mais la production, ça me fascinait. Je voulais devenir imbattable là-dessus. Mais tu me disais pas que tu avais justement quand tu t'étais fait débaucher, tu étais devenue justement assistante de prod? Alors Heu, tout était un peu mélangé à l'époque, ouais. les commerciaux touchaient un peu à la prod, les producteurs avaient pas encore la place qu'ils ont aujourd'hui, Mmh. tout touchait un petit peu à tout et moi, en gros, je devenais un peu la mascotte de l'équipe, j'étais un peu comment on appelle ça? Pas multi-couteau, mais couteau Couteau suisse. suisse, ouais. Mmh. D'accord, Donc je OK. passais vraiment d'un job à l'autre et puis je crois que les clients m'appréciaient et de temps en temps, je m'improvisais commercial et puis ensuite je m'occupais d'organiser un shoot de nature morte. Enfin, je voulais vraiment, connaître un peu de chaque métier en me disant à un moment donné, je me ferai repérer dans un de ces 3 métiers et commercial, ça m'a très vite fatiguée parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'ingratitude dans cette profession. Ouais, Alors que la production, ça me semblait beaucoup plus, concret et du coup, je me suis orientée vers ça. J'ai fait ça pendant 1 an chez FCB et ensuite, parmi, les patrons qui m'ont débauché à l'époque, il y en a un qui a été, appelé par Publicis pour, récupérer un autre compte et en fait, il j'ai suivi, le mouvement. Publicis m'a contacté en d'accord, disant: «Vous avez un profil atypique, on veut vous rencontrer» et moi, je leur ai dit: «Mais je viens, mais moi, je veux faire que de la production». Voilà d'accord. et ils m'ont engagé comme ça. Et il t'a engagé en mode production donc? Ouais, comme TV producer. D'accord, OK. Chez Publicis donc? Ouais. Et donc là, c'est là où tu as basculé sur du luxe ou Bah, là, c'était le compte, c'était après? L'Oréal. C'est là que j'ai rencontré, les gens de L'Oréal qui sont encore aujourd'hui, des partenaires, Ouais. extrêmement précieux et privilégiés et en fait, il s'est passé un truc assez incroyable, c'est qu'à l'époque, une grosse partie du compte, L'Oréal était, gérée par l'agence Publicis. Publicis donc Mmh. Paris International et le contrat de l'époque, et je dis rien de confidentiel, hein, c'est tout est vrai, vérifié. Le contrat de l'époque a été basculé, dans une autre agence qui s'appelle McCann Erickson Ouais, et en fait, j'ai suivi, le budget à l'agence, McCann. d'accord, OK. Donc Parce que c'était, parce que le client, parce que le client appréciait? voulait se séparer de l'agence, mais pas de certains éléments et Ouais, en fait, de manière très naturelle, j'ai «rejoint» entre guillemets le client, dans sa nouvelle agence où je suis restée du coup, 13 ans. d'accord. Et en gros, tu as fait quoi sur ces 13 ans, J'étais donc en chez charge McCann pour L'Oréal? des productions de films Mmh, publicitaires pour la marque L'Oréal. d'accord. Mais donc en TV tant que prod. TV prod, Ouais. donc tu n'étais pas productrice, tu produisais pas directement les films? Non, ce que je n'ai jamais fait et que je pense que je ne ferai jamais. D'accord, OK. Et donc du coup, c'était que des productions indépendantes? C'était jamais cent dans pour une cent. production intégrée, Non, à l'agence, ça c'est ça? existait pas à l'époque. D'accord, OK. C'est venu qu'après ça? Ouais, c'est venu beaucoup plus tard. D'accord. Donc du coup, tu t'es retrouvée, si j'imagine, sur des énormes films? Ouais, Ouais, c'est ça, hein? ouais, ouais, c'était des films, ouais, c'était beaucoup de tournages, la marque L'Oréal, c'est une marque qui a énormément d'égérie, internationale, Mmh. des stars mondiales même, pour certaines. Si bien que, très vite, on s'est retrouvés à tourner énormément aux États-Unis Mmh. et là, c'était carrément une nouvelle vie parce que
finalement, relativement peu de temps auparavant, j'étais encore vraiment à un petit poste d'assistante. Et là, tout d'un coup, je me suis retrouvée ce qui m'éblouit encore aujourd'hui, hein. Je faisais, je sais pas, je partais 3-4 fois par mois à Los Angeles pour tourner des films L'Oréal là-bas, et c'était complètement surréaliste, et ça l'est encore. Et j'ai fait ça pendant 13 ans. Et alors, tu me disais à l'époque là qu'en agence, tu avais envie de faire de la prod. Et ensuite, tu m'as dit que justement, tu produisais pas et que tu produirais pas. Alors faire de la Est-ce prod que en tu peux nous agence, expliquer un peu tout ça? faire de la prod en agence, ça n'est pas produire. Pardon, c'est superviser des productions Mmh. via des producteurs indépendants. Notre métier de TV producer, c'est pas de produire, c'est d'engager pour un sujet donné le meilleur producteur, la meilleure productrice sur des critères de décision qui sont divers et variés, qui sont déjà le réalisateur qu'on veut, le budget qu'il faut arbitrer. Donc c'était superviser ce qu'on appelle des compétitions, des appels d'offres avec 2-3 réalisateurs pour un sujet donné, et ensuite, en tant que TV producer, en accord avec le client et les créatifs, attribuer la campagne à tel ou tel producteur. C'est ça être TV D'accord. prod pour moi, c'est ça, ça a jamais été autre chose. Ouais. Mais tu es d'accord que quelquefois, en fonction des gens déjà, ça peut un peu se mélanger? C'est-à-dire que quand tu es TV prod, tu peux un peu produire? Non, Heu, je j'ai jamais adhéré à cette école-là. d'accord, C'est pour ça que j'ai monté mon bureau d'ailleurs, parce que j'ai compris il y a 4-5 ans qu'en fin de compte, la production intégrée, et donc les TV prod, allaient avoir un tout autre rôle au sein des agences de publicité, pour des décisions, de patron, hein. C'est, on va ramener un autre métier en agence. Moi, je considère que, la qualité des producteurs indépendants qu'on a en France aujourd'hui, elle est inégalable, et que pour rien au monde, je serais resté en agence, en disant: «Bon, bah, en fait, maintenant, je sais produire», alors que c'est pas vrai, je ne sais pas produire. Je d'accord. sais superviser des productions, comme tu as pu voir sur le site, des films, des campagnes comme Prada, comme Mugler, comme Lancôme. Je sais les superviser et les arbitrer, mais je pars justement du principe qu'on ne peut pas arbitrer une production si on est soi-même au sein de la production. On ne peut pas produire une campagne de pub si on est soi-même dans l'agence de pub en question. Ça tue l'objectivité, ça tue la partialité dans les choix. Et pour moi, rien de mieux qu'un bureau indépendant pour superviser les choses de manière transparente, objective, et toujours pour servir une création, un client. Donc en fait, ma question c'est, est-ce que tu penses tu crois pas au modèle de production intégré en agence, si je comprends bien? Est-ce que tu penses qu'on peut produire des bons films dans une prod intégrée en agence? Alors, ne pas y croire, ça serait une ineptie, parce que force est de constater que ça existe, que ça fonctionne. Euh, Faire des grosses campagnes créatives avec des énormes budgets, etc., en étant soi-même un peu jugé parti, c'est pas quelque chose que je trouve logique. Ça Mmh. existe. Moi, je travaille avec des agences qui ont des productions intégrées. Quand je suis sollicité pour une campagne, que ce soit par le client directement ou par l'agence de publicité, qui pour X raison considère que il vaut mieux me confier le projet en question. Euh, je n'ai même pas à préciser que la société de production interne ne sera pas sollicitée. Ouais, Et ça, c'est pas du tout, c'est pas une source de conflit entre les agences et moi. Au contraire, c'est quelque chose qu'ils respectent. Voilà. d'accord, Ils savent que quand on passe par Kind Paris, c'est 100% des productions indépendantes qui sont interrogées, et d'accord. aucune exception n'a existé depuis. D'accord, OK. Et alors tu peux nous expliquer un peu le moment justement où tu es encore en agence et où tu as l'idée de créer Kind, et qu'est-ce qui a motivé tout ça? Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision? En fait, c'était pas vraiment perceptible à l'époque. Je m'envoie des fleurs en disant ça, parce que c'est une espèce d'instinct que j'ai eu à ce Mmh. moment-là. Heu, Déjà volonté d'être indépendante, volonté de me reposer un petit peu parce que je travaillais énormément. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de tomber malade gravement, et que à la suite de ça, j'ai développé une espèce de volonté d'indépendance, pardon, encore plus forte que celle que déjà j'entretenais auparavant. Euh, et je me suis dit que
Les prods intégrés au départ, c'était quelque chose de relativement louable. C'était voilà, il y a tout un tas de contenus qu'il est trop difficile de déléguer parce qu'on n'a pas le temps, parce que les clients sont extrêmement durs et demandent énormément de contenu. Donc c'était absolument logique qu'en interne les équipes, les agences de pub s'équipent pour produire un certain nombre de contenus. En revanche, quand j'ai commencé à observer que c'était plus vraiment des petits contenus, mais c'était plutôt des énormes campagnes. Et que c'était au détriment d'artisans que sont les producteurs indépendants qui eux ne savent pas d'un mois à l'autre s'ils vont pouvoir continuer de payer leurs charges, leurs salaires, Mm. continuer de fidéliser leurs réalisateurs. C'est vraiment un sentiment d'injustice qui m'a animé et aussi un instinct de logique où je me suis dit à un moment donné, si tout le monde veut trop de parts du gâteau en même temps et que tout ça va devenir extrêmement conflictuel et violent, je préfère m'extirper de ça. Voilà. C'était risqué parce que j'avais 40 ans, je suis mère de 3 enfants, voilà, j'ai pas, comme tu peux l'imaginer, des parents qui me, qui me, qui peuvent m'aider. Bien au contraire, Mm. on devient à un moment donné les parents de ses parents. Donc c'était risqué et en même temps, rien ne pouvait m'arrêter de penser que c'était la bonne décision et que cette formule allait prendre. D'accord. Et c'était un moment où c'était pas facile de lancer quelque chose, mais tu avais un sentiment et une vision qui te donnait envie de faire les choses autrement? Ouais, la conviction que j'avais au fond de moi, en ayant observé de près, hein, du coup, le système pour y avoir été pendant des années, je me suis dit que ça allait pas durer comme ça et que quand bien même ça durerait, on se retrouverait dans des situations apocalyptiques. Je veux dire, aujourd'hui, on observe quand même énormément de. Alors ça fait peut-être un peu bisounours de dire ça, mais je trouve que le métier est devenu d'une violence inouïe, que ce qui était à mon époque de belles collaborations entre les agences de pub, les clients, les producteurs. Cet équilibre-là, moi je l'ai vu toute jeune et je le trouvais magnifique. Euh, et je trouve regrettable qu'on cherche à le saccager comme ça. Mais je crois en mon modèle et je suis convaincu que les producteurs indépendants ont largement encore leur mot à dire. Qu'est-ce qui a été saccagé? Qu'on comprenne bien ce que tu trouves qui était mieux avant et qui est devenu Ce qui moins bien après? était saccagé, à mon sens, c'est l'idée que chacun sait faire un métier. L'idée que chacun doit être à sa place et qu'en principe, si tout le monde respecte le savoir-faire de l'autre, euh, l'harmonie est largement possible. Même dans une époque où les demandes sont de plus en plus importantes, comme je te disais, Mmh. aujourd'hui faire une campagne, c'est pas simplement tourner une pub aux Bahamas et rendre un 30 secondes. On sait bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Néanmoins, les gens s'adaptent, les producteurs se sont adaptés, ils ont l'habitude maintenant d'avoir des budgets plus réduits qu'avant pour des contenus plus nombreux. Mais ce qui a été saccagé pour moi, enfin à mon sens, c'est cette cette relation qui a périclité au fil des années parce que les grands groupes, voilà, ont voulu développer plus de métiers et que ces métiers-là, n'importe qui ne sait pas les faire. Donc en gros, ce que tu dis, c'est qu'est-ce qui a saccagé la relation? La création des productions intégrées, c'est ça? De mon point de Si je vue, comprends bien? ouais, De un ton point de peu. vue? OK, Ouais, ouais, d'accord. ouais. Et ça, c'était quand ça? Ah, les productions intégrées, ça fait un paquet de temps que ça existe. Mais moi, je sens le truc plus violent, je sais pas, depuis 5-6 ans à peu près. Ouais, donc quand tu créé Kind, quoi, Un peu après. un peu après. Enfin, un peu avant, je veux dire. J'ai créé Kind un peu après les productions intégrées qui devenaient de plus en plus D'accord. présentes. Voilà. Donc si on revient à ce moment-là, donc je comprends que tu disais que tu avais été gravement malade, mais je comprends que du coup tu t'en es bien sorti et Ouais, que tu as retrouvé la pêche derrière, ouais. c'est ça? Et donc c'est ce moment-là justement où tu décides de te lancer? Heu, Qu'est-ce qui se passe? Je décide de m'acheter la liberté, en fait. Vraiment, j'étais prête à tout pour. On m'a toujours dit que parfois, même à l'école déjà, j'avais du mal avec l'autorité, etc. Mmh. Que j'aimais bien être indépendante, en agence, j'étais un peu comme ça aussi. Les gens qui me connaissent bien savent que j'ai la réputation de quelqu'un qui est, alors pas dur, hein, mais si, dur, intransigeant, néanmoins très juste. Je crois Mmh. pas qu'il y ait un seul producteur aujourd'hui, pas un seul sur la place de Paris, qui puisse dire de moi que j'ai pas été loyal, fair et sympa avec eux. Et sympa, c'est important parce que
Je veux dire, on fait quand même des métiers qui sont extraordinairement privilégiés. Euh, et je pense que bien parler aux gens, c'est la base, quoi. C'est ne pas être violent sous prétexte qu'il y a une urgence, sous prétexte que le client veut ci et veut ça. La motivation de Montekind, au-delà du fait que ça pouvait être une micro-révolution dans mon métier, enfin dans mon petit domaine, c'était surtout répondre à l'autorité de la maladie qui, elle, a été évidemment incontrôlable. Et au moment de ma rémission, je me suis dit, désormais, la situation t'appartient. Tu peux pas contrôler ton corps, tu peux pas contrôler tes médecins, tu dois les écouter. En revanche, tu peux contrôler le rythme de ta vie. Tu peux décider que si tu veux partir 2 mois en vacances, bah il y aura pas de fiche à remplir. Enfin, Hmm. c'est vraiment dans un élan de liberté absolue que j'ai décidé de quitter les agences et monter mon propre bureau. D'accord. Et en gros, quand tu l'as monté, vous êtes plusieurs, hein, je crois, vous êtes plusieurs dans la structure, non? À ce Alors, moment-là déjà? en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je l'ai monté. Alors non, on est une structure totalement indépendante. Je suis fondatrice et j'ai pas d'associé, aucun. D'accord. Je suis 100% à la tête de Kind Paris. Mais mon mari, Julien Pasquier à l'époque, était producteur, hein. Il était producteur depuis des années, mais il travaillait dans une société que tout le monde connaît, qui est Iconoclast, Mmh. qui est une des plus grosses boîtes de production aujourd'hui. Et je trouvais, toujours dans cet élan de transparence de bienveillance, je trouvais qu'il n'était pas forcément compatible. Enfin, on a fait ce constat tous les deux d'ailleurs. C'était une décision familiale, collégiale, qu'il était bizarre d'être conseiller en production et d'avoir en même temps son mari qui travaille dans la production. Même si je suis entre guillemets réputée pour être quelqu'un d'extrêmement loyal et transparent, je trouvais que monter ce bureau en ayant la distance nécessaire avec le métier et en même temps avoir à la maison quelqu'un qui travaille comme producteur et qui est du coup de l'autre côté, on va dire, c'était étrange. Ah ouais, alors moi je l'aurais pas conçu comme ça. Je me serais justement dit que, bah, en ayant un mari producteur à la maison, tu étais bien placé pour bien connaître les productions et faire justement bien le lien entre, ces trois Ouais, mais parties du ça, triangle. on peut ne plus être producteur et être Ouais. capable de donner des conseils de production. C'était vraiment dans un élan de 100%, 100% green, quoi. Parce que le but, On, c'était pas forcément de travailler avec lui, si je comprends bien. Non, C'était de sauf que travailler avec n'importe qui, quoi. moi, Iconoclast, c'est une société avec laquelle j'aime beaucoup travailler. Mmh. C'est des gens qui sont quand même relativement incontournables, tout comme des gens comme Division, tout comme des gens comme la PAC, tout comme les gens comme Quad, enfin Mmh. parmi lesquels d'ailleurs tu as interviewé beaucoup d'entre eux. Je voulais que la feuille de papier soit totalement blanche. Je D'accord. voulais pas être gênée dans un appel d'offres en tant que Kind, être gênée de faire gagner Iconoclast face à une autre société. Et puis je pense aussi, pour le coup, je parle peut-être trop pour mon mari, mais je pense que comme producteur aujourd'hui, pour s'accrocher, faut vraiment avoir énormément d'énergie, et que je sais que qu'il y a des producteurs qui sont aujourd'hui encore dans la motivation de bien produire. Oui. Je sais que de notre côté, Julien considérait qu'il avait un peu fait le tour, voilà, et Ouais. qui pourrait pas être un meilleur producteur que ce qu'il a été pendant 25 ans. D'accord. Et surtout, j'avais besoin de lui au sein de Kind parce que c'est une entreprise familiale aussi, Oui. et qu'aujourd'hui la structure, c'est lui qui la gère de A à Z. Moi, je suis en frontal sur les clients, sur le choix des talents et l'espèce de réflexion qu'il faut avoir quand on a affaire à des projets comme Prada, comme Mugler et tout ça. Faut vraiment avoir du recul, faut pas avoir la tête dans le guidon. Chez Kind d'aujourd'hui, Julien, il a la tête dans le guidon et il a structuré la boîte de manière absolument magistrale. D'accord, alors je suis désolé, j'avais pas compris parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais justement que ça soit bien clair, que vu que c'était ton mari, tu voulais que ça soit quand même fair avec les autres producteurs et donc du coup, tu étais que toute seule dans Kind à la base, à 100. Non, je Et voulais que le fait de vouloir que ce soit faire, c'est le fait qu'il n'appartienne pas à un de mes prestataires, en l'occurrence ah une d'accord, société de production. C'est ce qu'on donc il appelle fallait être justement l'intégrer à ta boîte, c'est ça que tu absolument, dis? OK, voilà. d'accord. OK, OK, je comprends. Donc du coup, dès le début, vous étiez tous les 2 dedans, c'est ça? Oui. Ouais. J'ai vu une troisième personne sur le site? Ouais, il y a Margot qui est arrivée chez nous relativement vite une fois qu'on a monté Kind, mais en fait
C'était ma cliente en fait, Margot Legal. Elle travaillait chez Pernod Ricard Hmm. à la division de l'image luxe. Et en fait, elle a rejoint Kind les 3 premières années. Et aujourd'hui, on se split un peu en Pernod Ricard et Kind selon nos besoins. Parce qu'en fait, chez Kind, on prend pas de salariés. On organise des équipes sur mesure pour un projet donné. Donc ça peut Hmm. être un chef de projet, un, un directeur artistique, ça peut être un patron de la coordination. Enfin, selon la taille des projets sur lesquels je signe, on monte vraiment des équipes sur mesure qui sont dédiées. C'est ce que les clients apprécient aussi d'ailleurs, c'est que pour chaque projet donné, il y a une équipe ad hoc qui est montée. Ça peut durer 3 mois, ça peut durer un an quand c'est des films qui prennent énormément de temps. Et Margot fait partie de ces gens qui régulièrement sont engagés chez nous Hmm. pour des durées relativement longues selon la taille des projets qu'on nous confie. D'accord. Alors, on va s'arrêter un peu Ouais, pour que je comprenne bien ouais, je sais, c'est comment pas clair. fonctionne Kind. Non, non, c'est pas que c'est pas clair, Enfin, c'est pas évident. c'est que c'est hyper innovant. Ouais, c'est Donc ça. du coup, j'ai besoin de comprendre. Alors en gros, je comprends que par exemple, L'Oréal arrive, veut faire Ouais, un film. ouais, D'habitude, L'Oréal parle à McCann, son agence, ouais. qui fait une compétition avec plusieurs productions. Non, d'abord, ils fournissent une création. Moi, quand Ouais. j'interviens, la production, Non, mais je rappelais le modèle un peu classique, tu vois. oui, ah oui, Donc il y a classique, ouais. McCann qui fait une création, qui fait ensuite une compétition avec une TV prod, une personne qui a la TV prod, mais dans l'agence, et Absolument, qui ensuite fait une compétition de production, et il y en a une qui gagne, et vous faites le film. Est-ce exactement. que avec ce même exemple-là, tu peux m'expliquer un petit peu où est Kind et qu'est-ce qui se passe? Alors Kind vient, remplacer le service de TV production. D'accord. C'est-à-dire que, typiquement, j'aime bien l'exemple de Prada parce que Prada, pour le coup, c'est l'agence de pub, en la personne de Charlotte Francery qui m'a contactée. Ils Mmh. étaient en compétition sur ce projet et comme ils ont énormément de travail déjà avec L'Oréal, heu, elle m'a appelée pour me demander si j'étais, d'accord pour les accompagner, dans cette compétition, qui était une compétition d'agence, hein, pour le coup. Ouais. Heu et du coup, j'ai supervisé, l'appel d'offres, le suivi, le tournage et cetera, en lieu et place d'un TV prod d'agence, en vrai. Alors du coup, je te coupe, juste pour qu'on se prenne bien. Donc dans ce cas-là, en fait, t'es comme une agence de TV production, mais externe, qui vient prêter un coup de main à une agence, c'est ça, hein? C'est ça. C'est D'accord. ça, mais avec une intervention qui arrive beaucoup plus en amont des choses. C'est-à-dire que on m'appelle rarement avec un storyboard ficelé et cetera. On Ouais. m'appelle, pour me donner un peu les tenants, les aboutissants d'un projet, pour me dire à peu près vers quel genre de création, on tend, à aller pour tel ou tel film. Moi, j'interviens beaucoup plus en amont qu'un TV prod, lui, qui en général va arriver, au moment où, le storyboard est vraiment ficelé, quoi. Moi, Mais je à part le fait que tu arrives plus tôt, qu'est-ce qu'il y a comme autre différence entre Kind et entre un TV prod qui serait en freelance, qui serait appelé sur un projet particulier ou sur une compète? On intervient de plus en plus sur la alors pas la on n'intervient pas sur la création, c'est pas la bonne expression. On est de plus en plus concerné par le type de création qu'on Mmh. nous envoie. C'est-à-dire que, on est force de proposition, d'une création à l'autre, on va donner, notre avis sur, oui, sur ce qu'on pense de la création à proprement parler, Mmh. sur ce qu'on pense de sa faisabilité, dans le temps, dans les moyens, heu dans la fabrication, en fait, Mmh. on donne notre avis beaucoup plus en amont. Si bien qu'il y a des projets qu'on a refusés parfois parce que, le cumul en fait, ça doit être ça la vraie différence, c'est que en étant indépendant, on peut refuser des projets. Quand on sent qu'un projet est beaucoup trop ambitieux ou pas assez préparé ou dans des délais infaisables et cetera, on préfère ne pas y aller. Mais quand tu es C'est TV prod en freelance, tu peux pas, refuser un projet qui paraîtrait Ah bancal? bah, si tu es en freelance, oui, tu Ouais. peux tout à fait refuser. Après entre une entité, comme Kind qui faut savoir qu'on est une boîte relativement chère, hein, quand même. On n'est pas, faire appel à un freelance, coûte moins Mmh. cher que faire appel à Kind. En revanche, notre espèce de savoir-faire et notre souci de transparence et notre indépendance absolue font que, heu, j'ai le sentiment qu'on a une valeur ajoutée supplémentaire. Une TV prod freelance aura beau être freelance, elle sera à un moment ou un autre en immersion dans l'agence de publicité et sera à un moment ou un autre un peu la tête dans le guidon, ce qui fait perdre un peu
ce qu'on a la notion de big picture. C'est nous, Mmh. on reste très à distance de toute l'organisation interne. On intervient vraiment D'accord. avec énormément de recul à chaque fois. Donc Et il y a pas de politique, il y a pas de faire plaisir à l'agence, à telle personne ou je sais non, pas qui. bah non. C'est vraiment, Nous, un bureau de on fait plaisir au projet. On fait en sorte de l'emmener le plus haut possible, au bonheur des clients, au bonheur des créatifs, au bonheur des patrons d'agence, parfois même au bonheur des TV prod, qui pouvaient pas le gérer pour X raisons parce que, pas le temps, parce que, mmh, nous on est vraiment dédiés et on garde énormément de recul, à chaque projet, à chaque fois qu'on y va. d'accord donc toi en tant que tu disais que tu avais plus de rôle opérationnel dans Kind? Ou tu en as encore un? J'ai pas compris. Alors j'ai un rôle opérationnel, je fais les réunions, je conseille Ouais? sur les réalisateurs et cetera. Mais aujourd'hui, être, TV prod sur un projet, publicitaire, classique qui englobe, tout un tas de contenus, du digital, du réseau, du hero, Ouais. ce qu'on appelle le film principal. Je préfère engager des gens qui vont s'occuper chacun d'une partie du projet. Mmh. Là où dans une agence, une seule et même personne va devoir tout faire. Moi, je préfère engager des gens. C'est aussi là qu'on est plus cher qu'ailleurs. C'est que quand je dis que je suis pas opérationnelle, c'est que je reste vraiment très très à distance des problématiques quotidiennes de Ouais. la préparation d'une campagne de pub. Parce qu'aujourd'hui, gérer une campagne de pub en production de A jusqu'à Z pour une seule personne, ça me semble quasiment impossible. Ou alors c'est au détriment du résultat. Et donc en gros là, tu prends donc des TV prod ou des enfin C'est plus des des coordinateurs que je coordinateurs supervise, de on va dire. production, Ouais, ouais, à l'intérieur de Kind, ouais. qui eux se chargent de faire la TV prod d'un projet quoi? Ouais, Toutes les déclinaisons, tous les formats, tous les trucs comme ça, exactement. c'est ça? Sous ma responsabilité et sous mon impulsion, mais Mmh. s'il y a 30 formats TikTok à développer sur un film, bah, en fait, ça prend 8 heures par jour Ouais, ouais. et en même temps, préparer un tournage avec Johan Renck, bah, c'est aussi 8 heures par jour et comme, les journées de 16 heures, pour moi, ça n'existe pas, Mmh. du coup, je Ouais, délègue pas mal. d'accord et Julien, donc Pasquier, ton mari, pendant ce Oui. temps-là, lui, il fait quoi? Bah, il gère tout. Bah, déjà, engager les gens, leur faire des contrats, s'occuper D'accord. de toute la finance, la structure, les com la facturation. Parce qu'en fait, on facture, des jobs, extrêmement, ambitieux et chers. Toute la facturation passe par nous. Qu'il y ait une agence ou qu'il y ait pas d'agence, quand il y a un film à 3 millions, bah, il y a 3 millions qui transitent par, le bureau Kane. Donc, tout ça, D'accord. c'est énormément Ça de c'est boulot donc ça, c'est la grosse différence. et c'est aussi la grosse différence. Donc l'argent passe par vous Ouais. et ça, j'imagine qu'en termes de, comment dire ça gentiment? En termes d'éthique et de garantie que l'argent va au bon endroit, c'est un peu plus, Bah, il y a pas une meilleure sérieux, façon quoi. de il y a pas une meilleure façon d'être éthique parce que, nous, on est rémunérés, sur la base d'honoraires. Donc, Mmh. sur un projet donné, on va fixer nos honoraires. On a plusieurs, échelles d'honoraires. En revanche, que le film coûte 2 millions ou qu'il en coûte 12, on gagne, la même chose, en fait. D'accord. Et ce souci de transparence est largement apprécié par, les clients, notamment les achats aussi, qui sont, des acteurs, importants du métier aujourd'hui. Donc vous avez un fee, enfin variable, mais variable en fonction de la taille du film de Oui, base, du qui travail. est fixé d'emblée. Donc vous êtes pas comme une prod qui prendrait, plus ou moins de marge selon que le projet Non, coûte plus ou moins cher? non, pas du tout. Voilà, d'accord, OK. Donc ça, c'est une grosse différence, Ouais. clairement et du coup, alors ça, comment c'est perçu par les agences qui, avant, donc le truc classique, c'est les 3 millions, ils passent par l'agence, hein, Mmh mh. avant d'être redistribués en partie à la production. Mmh mh. Là, ils passent par Kind. Ouais. Comment les agences perçoivent ça? Qu'est-ce que ça a comme, inconvénient ou avantage? Bah, en fait, comme je te le disais, les agences, quand j'interviens sur un projet, connaissent par cœur, les règles de Cannes, en fait Mmh. et du coup, la discussion n'a même pas lieu. C'est comme ça, c'est notre, manière de faire et ça n'a donné lieu à absolument aucun conflit, aucun malentendu, la manière dont ils font leurs films à côté de ça, je n'en ai aucune idée. En revanche, quand on travaille en collaboration, dans un triangle, exemple Lancôme, Publicis, Kind Paris, la question se pose pas. La facturation passe par nous et voilà et nous on paye les producteurs et le client nous paye, voilà. D'accord, OK et du coup, il y a plus de transparence aussi sur les montants? Bah, en fait, non, parce qu'une agence de pub, quand elle fait un film, elle envoie des devis à son client. Il y a plus de peut-être de transparence dans le fait que, nous, le budget est, vraiment 100 %,
le budget de la production va 100% chez le producteur. Il n'y a pas de, Hmm. il y a pas de discussion autre. On n'a pas de production intégrée. Donc, étant donné qu'on ne produit pas, c'est, euh, Ouais. voilà, c'est un gage de transparence absolue et voilà, qui n'existait pas jusqu'à présent. D'accord, OK. Donc en gros, je reprends mon exemple de L'Oréal, l'agence et tout. Là, tu reçois les, 3 000 000, enfin, tu les reçois au moment où il faut faire le film, j'imagine, tu les reçois pas au Mmh. début. Mais, tu reçois une compétition à gérer. Mmh. Donc tu fais la compétition, tu choisis la prod et ensuite, comment vous gérez ce quotidien? Comment vous gérez, est-ce que vous avez votre mot à dire, par exemple, sur la manière dont la production produit? Ah Comment bah, ça bien sûr. fonctionne? Ouais, ouais, bien sûr. On a notre mot à dire sur, la manière de produire, on est là pour ça, pour les conseiller. On a notre Mmh. mot à dire sur la finance aussi. Il y a quasiment, là où le gage de transparence, est vraiment très, payant, c'est que, je dirais que dans 90 des films, dont j'ai fait la supervision jusqu'à présent, bah, quasiment tous, le budget a été, alors peut-être pas doublé, mais en tout cas, multiplié par 1,5 fois parce que quand on donne, un chiffre pour une campagne en tant que prestataire extérieur qui n'est pas intéressé par le montant du film, en Mmh. vérité, on est totalement objectif. Donc quand Caïn Paris arrive sur un projet, et qu'on leur dit: «Votre budget n'est pas réaliste par rapport à ce que vous voulez faire, donc est-ce que vous voulez qu'on garde ce budget et qu'on adapte la création et la production en fonction? Ou est-ce que vraiment vous voulez faire ce film comme ça? Auquel cas votre film coûte beaucoup plus cher». Et les clients ont compris ça et ils savent que ça n'est évidemment pas dans notre intérêt qu'une campagne passe du simple au double. Néanmoins, quand ça vient de nous, bah forcément voilà, c'est un audit qui est très sain et qui fait que la plupart des films qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui voilà, ont été traités comme des objets extrêmement précieux et pour l'instant, je croise les doigts, mais plutôt réussi dans l'exécution en tout cas. Et et vous faites aussi des films, là on parle en millions, mais est-ce que vous faites des films plus modestes en taille? Bien sûr, heureusement. Ouais. Il Heu, y en a pas tous les jours des Bah, en films à 3 fait, 000 000. ouais, ouais, mais c'est pas, les films à 3 millions, c'est des films d'image, hein. C'est pas des films, sur lesquels je gagne extrêmement bien ma vie. Mmh. Je m'explique. Quand je fais un film, par exemple pour, L'Oréal Professionnel ou Garnier, enfin qui sont des marques, plus modestes qu'un Prada ou un Saint-Laurent ou un Armani, travailler sur un film L'Oréal Paris, entre guillemets, je suis toute seule. En 3 semaines, c'est plié. Heu, Disons que si ça me prend, 1 mois et demi, c'est un maximum. Quand je Mmh. travaille sur une campagne Prada, j'y passe, 9 mois, 1 an, Mmh. quasiment. Donc même si les honoraires de base sont plus importants, le temps que j'y passe fait que je peux difficilement faire autre chose. Je peux pas faire, 3 Prada en même temps. Là où je peux Mmh. faire, 5 L'Oréal Paris Ouais. ou autres marques, plus petites à fabriquer. Donc c'est bien d'avoir les 2. Je suis ravie que sur mon site, on puisse voir, des films comme ceux qu'on a fait, les Idoles, avec Zendaya, les Mugler avec Willow Smith et tout ça, c'est canon. Ça donne une image, de sérieux et de fiabilité évidemment, mais ce sont des projets qui prennent énormément d'énergie et puis, énormément de responsabilités. Là j'ai pas vu ces projets-là. C'est les projets plus petits ou plus gros? Ah, Mugler, Prada et tout ça, c'est les plus gros. C'est les plus gros, ouais. Ouais, D'accord. Mais donc tu fais aussi des projets plus petits, à ouais. côté Bah, pour, parce que c'est des clients que je connais depuis ouais. longtemps, auprès de qui, je suis fidèle, qui me sont fidèles aussi, Mmh. et qui gentiment m'appellent en me disant: «Bon, je m'appelle pas Chanel, mais on aimerait bien avoir, ton avis, ta supervision sur tel et tel projet parce que, on a envie d'une imagerie un peu luxe et tout ça». Donc et la chance que j'ai, c'est d'avoir un rapport avec les producteurs qui est tellement basé sur la confiance et la fidélité depuis des années, que je Mmh. peux appeler un producteur dans la même journée, pour un film digital à 200 000 € et le lendemain lui dire que peut-être j'ai un film parfum à Watt Million et le coup de fil que je donne est le même et la réponse et la positivité qu'on me renvoie est la même. C'est vraiment ce dont je suis le plus fier aujourd'hui. La relation avec les producteurs. Ouais. Qui, D'accord. qui, ne, qui ne me snob pas un projet parce que j'ai moins d'argent, qui ne travaille pas moins bien sur un projet parce qu'il s'appelle pas X ou Y. Et ça, c'est très appréciable. Et il y a que les producteurs indépendants qui peuvent m'offrir ce genre de prestations et de rapports de confiance sur le long terme.
Et comment les producteurs indépendants justement ont accueilli la création de Kind? Est-ce que déjà ils ont tout de suite bien compris ce que c'était? Est-ce qu'ils ont tu vois? Parce que moi je te pose beaucoup de questions Ouais, sur ce que c'est exactement, où est-ce que tu te situes? ouais. Est-ce qu'ils ont eu l'impression que c'était, un intermédiaire en plus? Comment ils ont accueilli ça Alors, et comment est-ce que vous y avez répondu? au départ, ils étaient, inquiets, Idéal. parce que j'ai eu la chance d'avoir, de la presse, relativement vite, pas mal d'articles, quand j'ai monté, Kind, pas mal de journalistes, spécialisés m'ont sollicité pour, faire des interviews, des choses comme ça. Donc au début, j'en ai vraiment fait beaucoup pour faire bonne presse à Kind et en fait, c'était tellement innovant comme nouveau système, comme une nouvelle matière de faire, que spontanément les producteurs se sont dit: «Ah, il y a Titem Mouissi qui va se mettre à produire et cetera» et ça m'a Mmh. pris énormément d'énergie de leur dire: «Non, non, mais pas du tout. Je serai désormais votre meilleur allié parce que un, produire, je ne sais pas faire et j'aime pas ça. Enfin, je vois le travail que c'est, la difficulté que c'est pas quelque chose que je saurais faire et 2, je crois en vous et je pense qu'à nous 2, bureau de conseil et producteurs, on peut vraiment, vraiment, contrer, tout un système qui est en train de devenir un peu flou. Donc il a fallu, je dirais, un bon 2 ans et demi, 3 ans, en faisant du coup beaucoup de films pour qu'ils voient que voilà, que moi mon rôle c'est au contraire d'arbitrer les situations, différemment des agences, qui elles, parfois, heu, bah, du fait d'être équipé en production interne et cetera, c'est toujours un peu étrange d'appeler un producteur alors qu'on est soi-même, prétendument producteur et tout ça. Moi, j'ai voulu vraiment m'extirper de cette confusion pour leur Mmh. dire: «Voilà, avec moi, ce sera clair». Jamais en 5 ans de boîte et je dirais, je sais pas, peut-être une dizaine de films par an, jamais, jamais une compétition, heu, n'a pas respecté les codes, déontologiques de ce que je crois être un système, qu'il faut sauver. D'accord, OK. OK, OK. Et donc du coup, donc pour les producteurs, ça a mis du temps, mais au bout Mais d'un là, ils sont moment, très contents, j'ai là, ils l'impression. sont très contents. Ouais, Et puis peut-être que ce podcast, clarifiera à certains qui savaient pas. ouais, Donc vous ne produisez pas. non, Vous êtes là pour fluidifier les relations, pour, assainir aussi, tout ce système-là, si je comprends bien. absolument. Et vous ne produisez pas, donc vous n'avez pas de réalisateur, vous ne produisez même pas des contenus Non, plus petits. C'est toujours un intermédiaire toujours, enfin, c'est pas un intermédiaire, mais c'est un bureau de conseil qui fait appel que à des productions absolument. indépendantes. Ouais. D'accord, OK, compris. Et alors, super, donc très innovant, très différent, Mmh. forcément un peu dur à expliquer au début, mais ça a marché tout de suite, si je comprends bien. Ouais, Hem, ça a pris assez vite. Pourquoi aujourd'hui, heu, vous faites que le luxe? Enfin, peut-être que tu fais un peu plus large que le luxe, mais est-ce que ce super modèle, pourrait pas s'adapter à d'autres secteurs que le luxe? Bah, il pourrait, encore faut-il en avoir la légitimité. Aujourd'hui, la comédie, moi, j'adorerais en faire, mais l'exécution, pour le luxe, c'est vraiment quelque chose de particulier. Moi, on n'a pas encore été sollicité, parce qu'il faut savoir qu'on ne démarche pas chez Kind, ce qui est peut-être un tort, hein, j'en sais rien, mais Ah oui? on a non, on n'a pas été sollicité par des marques autres que des marques de luxe beauté et puis c'est entre guillemets «mon seul savoir-faire». J'ai, on dit de moi que je suis spécialisée là-dedans. Demain, j'adorerais faire, une pub Intermarché, je est-ce qu'on est autant légitime, là-dedans qu'au luxe? J'en sais rien. Il faudrait que je réapprenne, ce métier, Ouais, mais autrement encore. après, je pense pas forcément à la comédie Intermarché, mais typiquement d'autres films hyper visuels, dans le sport ou dans la voiture ou dans ce type de Ah bah, secteur. on adorerait, hein, on adorait, on aimerait Ouais, beaucoup. d'accord. Ça, c'est ce que Julien aussi de son côté, aimerait développer. On a pas mal d'idées de plateformes à proposer. Il faut pour le coup qu'on active, un savoir-faire encore, supplémentaire. Mais, surtout que enfin, tu soulèves un point intéressant, c'est que le luxe aujourd'hui, ça veut pas dire grand-chose. Il y a des pubs, Nike, Adidas, Apple, Ouais. qui sont, enfin les codes du luxe ne sont plus les mêmes aujourd'hui, hein. Et en plus, le luxe, ouais, est plus street qu'avant, en plus. Exactement. Donc en fait, la street, c'est le luxe, le luxe, c'est la street. Enfin, Mmh. c'est il y a les codes du luxe tels qu'on les avait avant, heu,
le luxe, c'est plus un sac Louis Vuitton, c'est fini. C'est des baskets Off-White. Donc ouais, on adorerait faire des grosses campagnes. Après, il faut avoir le temps aussi, quoi. Les, Ouais. les- les grosses campagnes street, on en a une en préparation là. Je suis très contente. Bon, c'est pour un parfum, mais Et c'est plus street. ah oui, c'est totalement street et on s'est fait surprendre à recevoir ce brief et à se faire mandater dessus. Je peux pas en parler aujourd'hui parce qu'évidemment c'est encore méga confidentiel, mais ça va se tourner bientôt et ça va vraiment apporter une cartouche à notre panel. Et c'est top parce que après si tu enfin, dans ta description de boîte, tout ça, il y a pas marqué luxe ou beauté, je crois, hein, et c'est vrai que j'ai l'impression que le frein qu'il y a, c'est plutôt soit, si vous faites pas de commercial, c'est l'absence de contacts existants. En gros, tu Mmh. as fonctionné plutôt avec ton réseau d'avant Ouais. et tu semblais parler d'un manque de légitimité ou de choses comme ça ou d'expérience. Si je comprends bien, on vient pas vous chercher que pour votre œil, luxe? Il y a Non, aussi en un œil, fait, production avec Julien, absolument, j'imagine. Il y a un œil, absolument. c'est pas que pour cette expertise luxe? Oui, on s'en est rendu compte, là, avec le projet dont je te parlais à l'instant. C'est pas Mmh, du tout, des films, que j'ai eu l'habitude de faire. Alors je suis très contente, hein, de m'y atteler, mais c'est vrai que la demande du client là, moi quand j'ai vu le brief, je leur ai dit: «Bah, on n'a jamais vraiment fait ce genre de film. Évidemment qu'on saura faire», mais ils m'ont dit: «Mais en fait là, on vient vous chercher pas du tout par rapport à la création et cetera, qui est bien ficelée, qui est, gérée en plus par un bureau de mode, donc dans lequel on n'aura pas vraiment notre mot à dire en création. Mais ils nous ont appelés en disant on a besoin de votre structure pour cadrer tout ça et s'assurer que tout va être fluide, que les gens, que tout ça va communiquer, que voilà, que tout. Ils ont besoin de fluidité, de transparence et de quelqu'un enfin d'une structure en tout cas qui soit garant de ce calme là. Voilà. d'accord, C'est pour ça que ça s'appelle Kind aussi, c'est que on appréhende les situations conflictuelles pour pas les vivre en fait. Et ça, c'est un vrai luxe. d'accord et quand tu dis «il» là, tu parles d'agence ou Là, c'est un d'annonceurs qui te là, c'est un annonceur. Il y a une agence dedans, mmh, c'est une agence qui est à l'étranger. Il y a une, société de production, qu'il a fallu identifier et cetera. Hem, mais c'est nous, notre rôle, ça va vraiment être de mettre tous ces gens-là d'accord parce que il y a énormément d'interlocuteurs, énormément d'intervenants. Il y a une marque de mode, il y a un groupe qui a racheté cette marque de mode, et puis il y a un directeur artistique, et puis il y a des producteurs. Et en fait, ils veulent qu'on prenne tout ça sous notre casquette et qu'on et donc qu'on mette du liant là-dedans. donc en gros, quand c'est compliqué, faire appel à vous et qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, faire appel à vous, ça fluidifie, ça apaise la coordination entre tous ces interlocuteurs-là, Il c'est semblerait ça? que le message soit passé, ouais. Ça soit ça. Et du coup, justement, autre question par rapport à ces annonceurs. Est-ce que, aujourd'hui donc vos honoraires, ils sont payés, en fait, par l'annonceur, si je comprends bien? Ouais. C'est pas l'agence qui vous paye, donc vous devez parler aux annonceurs, et pas que aux agences? Mmh. Alors que pourtant, au début, tu me parlais plutôt de ton activité comme une sorte de TV prod externe, justement. Là, je Bah, comprends que tu parles quand même beaucoup aux annonceurs ouais. En et fait, et 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 ma question, ça serait, est-ce que justement développer Kind dans le futur, ça serait pas, ne parler qu'aux annonceurs? Tout dépend de la manière dont le marché va se transformer. Aujourd'hui, quand je travaille avec une agence comme McCann, Erickson pour un projet, en gros, il y a l'agence qui va dire: «Sachez qu'on s'accompagne de McCann, de Kind, pardon. Bon, bah, comme vous le savez, ils sont un peu plus chers qu'un service de TV, classique. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?» Donc en fait, le client paye plus cher cette prestation-là qui normalement est servie par une agence. Mais voilà, situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, 100% des cas, que ce soit l'agence qui nous sollicite ou le client, c'est de toute façon le client au final qui paye, hein, l'ensemble, Mmh. et c'est le client qui dit bon bah le poste Kind Paris, ok pour nous, allons-y avec eux. Voilà. D'accord et justement, bah, on parle tout le temps réduction de budget et choses comme ça. Est-ce que tu penses que cette «prestation additionnelle» entre guillemets, qui est payée directement par l'annonceur, Mm. est-ce qu'elle est possible qu'en luxe où il y a plus de budget?
Ou est-ce que c'est pas ça le vrai Non, sujet? parce qu'encore une fois, on adapte nos honoraires par rapport à une situation donnée. On fait en Ouais. sorte que nos honoraires rentrent dans un budget global que le client va nous accorder. Alors, comme je te disais, souvent on dépasse les budgets, mais c'est plus souvent justifié par les demandes supplémentaires que par notre intervention, en Alors, réalité. quand tu dis, ouais, peut-être qu'on peut clarifier ça, j'ai pas bien compris au moment où tu disais que tu dépassais le budget. C'est-à-dire que entre le budget initial du film, hein, pas de vos honoraires, hein. Quand tu Mhm. dis on dépasse le budget, tu parles du Oui, budget je du parle du film, hein. budget de production, ouais, Ouais. bien sûr. Tes honoraires, j'imagine, bougent pas Nos honoraires, ils bougent pas. facilement. Ouais. Et donc le budget du film augmente. Mhm. Il augmente à quel moment? Au Dans les moment exemples où dont nous, tu parles? il peut augmenter en tout cas au moment où on intervient et que l'agence a vendu sa création et que nous, quand on découvre le storyboard et les ambitions créatives et les ambitions de production, très très vite, je dirais qu'à 300-400 000 euros près, on est capable de leur dire à combien on va être au final. D'accord, mais tu dis vous dépassez le budget, on est encore au tout début du projet Ouais. et vous dites: «Attends, il a été mal évalué ce Oui, budget, le on vrai budget c'est préfère, plutôt ça». ouais, on préfère le faire avant pour éviter les mauvaises surprises. Non, je préfère clarifier parce que les Euh, gens se disent pas que non, non, quand non, on vous non, confie un projet, il va coûter le double. non, 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 c'est au c'est début. que au début, voilà, on a pour philosophie d'annoncer tout de suite la couleur en leur Ouais. disant, bon ben voilà, là vous avez alloué tel budget pour votre truc, on vous dit déjà que ça ne marchera pas dans ce budget-là. Et alors est-ce que tu te retrouves pas dans une situation où les gens comprennent bien que Kind, c'est aussi, ils sont aussi, très compétents en production, mais c'est aussi justement est-ce que vous êtes pas trop côté production dans ces cas-là, dans ces négociations-là? Est-ce qu'on se dit pas, bah, Kind, ils disent toujours que ça coûte plus cher, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ma question Non, est peut-être parce pas que très claire. si, si, c'est hyper clair, mais Ouais, en fait, parce que tu les défends les producteurs, tu vois? Dans ce que tu me alors racontes, on sent que clairement tu je aimes bien défends la les producteur les producteurs bah, et les en fait, productrices. je défends le savoir-faire des producteurs. En revanche, Mmh, quand je suis sur un projet, je défends autant les demandes du client que celles de l'agence, que celles du producteur. C'est vraiment un rôle d'arbitrage absolu. C'est-à-dire que si un producteur râle parce que il y a un client tout d'un coup qui décide qu'il a besoin d'un plan en plus, mon rôle, ça va être de filtrer ça et de dire attendez, on va le faire. Il y a même pas à discuter. mmh, J'ai réfléchi, ils ont raison, etc. Donc c'est vraiment un rôle central qui fait que pour éviter des conflits, nous on se met au milieu en leur disant voilà, là, cher producteur, tu vas faire un effort, là, cher client, t'exagères, et là, chère agence, on s'en occupe. Voilà. Donc mmh mh. et quand je dis défendre les producteurs, c'est pas défendre le prix d'un film, c'est défendre son savoir-faire et ne pas le mettre dans des situations où au final, si ça foire, c'est de sa faute, et puis si ça foire pas, c'est grâce à nous. C'est Ouais. faire une campagne, c'est le travail de plusieurs personnes et c'est une réussite collective ou un échec général, mais c'est jamais de la faute d'un intervenant. Ouais, ça c'est dur à éviter. Ben, on essaye d'être là pour ça. Et et est-ce que vous avez je sais pas, des façons de faire, des petits, tu as développé des outils ou des façons de travailler qui font que tu arrives à rassembler autant de gens, autour d'une table et que ça se passe de manière un peu plus fluide que d'habitude? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment très différent, quand tu pilotes un projet comme ça, Euh, par rapport à j'ai d'autres, J'écris agences? j'écris très peu de mails, très peu de comptes rendus de réunions. Je suis pas du tout dans le protocole. D'accord. Je suis dans l'échange. Ouais, Hem, donc se parler. on se parle, voilà: «J'ai ça, qu'est-ce que tu en penses?» Ça peut durer 3 minutes. J'ai monté des pitchs sur des compétitions monstrueuses en faisant, 3 textos, un coup de fil, un WhatsApp, et Mmh. quand il s'agit ensuite d'être, évidemment plus dans le protocolaire, à ce moment-là, bah, on a des gens qui nous mettent en garde: attention, je vais écrire tel compte rendu, tel résumé, parce qu'il faut être sérieux un minimum. Mais je suis pas du tout dans comme on vient de se le dire au téléphone, je t'ai envoyé un mail pour te dire que je t'avais laissé un message. Et ça, c'est vraiment un truc, Ouais, en agence, ça m'a traumatisé. Le, l'email parapluie. ouais, le mail parapluie, j'ai tenté de vous joindre, je n'ai pas réussi, je vous rappelle, enfin, je suis un peu, j'allais dire Kaira dans mon business, mais tout en étant extrêmement sérieux, parce que personne me plante et que je plante personne, Ouais. mais je suis très peu dans le protocole.
Et quand il y a un budget qui m'est envoyé que je trouve pas scandaleux, mais en tout cas pas approprié, je vais pas faire une note de 14 pages en disant mais comment osez-vous? Je vais appeler le mec ou la productrice, enfin peu importe, et je vais dire bon mec, là on va se poser 2 secondes, c'est pas sérieux quoi, tu vois. Donc t'es pas le bureau de conseil qui vend des heures de travail et Non, qui produit des rapports ou des gros non. emails Non, moi j'ai pour toujours montrer qu'il dit, travaille. les clients aujourd'hui quand ils travaillent avec des agences, on leur vend ce qu'on appelle du temps passé, Mmh. donc le temps passé du commercial, le temps passé de machin. Ça fait des tableaux énormes avec des honoraires énormes. Et Nous, c'est fixe avant ou chez bah, c'est c'est non, c'est tu cas par cas, mais le ce que je veux dire, c'est que tu le fixes avant le projet ou tu as un taux horaire et puis en fonction de comment non, se alors se passe le justement projet? pour finir, c'est que nous on facture le temps qu'on fait gagner aux clients. Parce que, si je devais, si je devais préciser heure par heure combien de temps j'ai travaillé sur X projet ou X projet, je serais en train de reproduire finalement un système que j'ai fui, qui est le système des agences. Ouais, Ça n'a pas de sens. de facturer Ouais, du jour. ouais. Moi je facture du temps gagné. Alors explique-moi, je comprends pas, c'est quoi? Comment tu peux facturer du temps gagné? Bah, en fait, dans le process que j'essaye de mettre en place, les réunions durent pas longtemps. Les Mmh. réunions, ce qu'on appelle les PPM, les réunions de pré-production, heu, je pense que si ça dure, 45 minutes, c'est un maximum parce que j'essaye de faire en sorte que les sujets enfin, que chacun ne s'étale pas sur des sujets qui ne le concernent pas. Voilà. Mmh. Quand on fait une énorme campagne et qu'on a un énorme chef déco, une énorme équipe coiffeur maquilleur, faut partir du principe qu'on leur fait confiance. Voilà. La philosophie de Kind aussi, c'est que si vous passez par nous, vous faites confiance aux prestataires qu'on va vous mettre sur la table, et on passe pas des heures et des heures à parler de tel et tel sujet. Donc on gagne du temps. Les PPM aujourd'hui classiques, comme je les ai connus en agence, ça pouvait durer 4 heures, 6 heures d'affilée, et je trouve que c'est comme un mauvais conseil des ministres, quoi. C'est qu'il y a aucune Mmh. bonne décision qui en sort derrière. Mmh. Donc on gagne du temps, on avance. En revanche, voilà, je prends plus de responsabilités. Quand je dis à un client, faites confiance au storyboard de ce réalisateur, regardez le niveau de sa bande, bah on passe pas 2 heures de réunion à regarder un storyboard image par image. On fait confiance, on avance. Sachant que de toute façon, le tournage se passe jamais comme prévu. Autant gagner du temps, rentrons chez nous Ouais. et on verra demain. Et hem et comment tu arrives à d mettre un chiffre sur des heures ou des jours gagnés? Je reste sur ce que tu me dis de Bah, facturer le temps gagné. c'est que le temps gagné n'a pas de prix, il a c'est D'accord. c'est la liberté, c'est de dire à une directrice marketing, qu'elle va pouvoir, donner à manger à ses enfants, plutôt que Donc enfin, c'est une façon de parler. Tu fais pas un ouais, premier ouais. planning, Non, sans non, non, Kine, non. un planning avec C'est et vraiment une façon de parler. d'accord. Cherchez pas à comprendre, quand je vous facture des honoraires sur Prada, vous comprendrez dans un an qu'en fait ça valait Vous le avez coup. gagné du temps. C'est OK, ça, exactement. d'accord. Donc non, je ne chiffre pas le temps gagné, parce que c'est impossible. Bah, ouais. Faudrait remonter dans le temps, j'ai pas la machine. Yes, OK, OK. Alors, est-ce que la suite pour Kine, du coup, c'est quoi? Ce que je comprends, c'est que ça fait 5 ans Mmh. que vous avez trouvé un modèle qui fonctionne bien. Est-ce que, comment Kine, ça va changer ou est-ce que ça va juste pas changer et continuer à faire ce que ça sait bien faire? Bah, C'est quoi les choses ou même si tu as pas pris de décision, mais est-ce que c'est quoi les choses que tu regardes? je regarde comment évolue le marché, Ouais, je regarde, j'observe de près, ce que vont devenir les rapports entre, les annonceurs, les agences slash la production. J'ai l'impression qu'il va y avoir une transformation là-dedans. Je J'arrive pas trop à l'identifier, mais je pense qu'elle va nous être favorable, et tu heu, pas qui va être favorable, à la production? qui va être C'est ça? favorable à un système comme Kind, qui Mmh. arbitre des situations, qui vont avoir lieu de plus en plus souvent et qui vont être de plus en plus compliquées, et je pense qu'on a largement notre place là-dedans. Malheureusement pour le marché, c'est que je souhaite qu'il y ait plusieurs bureaux Kind qui se créent à partir de maintenant, hein. Ça me Mmh. paraît indispensable. Mais Kind va dépendre de la manière dont le marché évolue, ça c'est clair. Et pourquoi tu en créerais pas un deuxième? Parce qu'on va déjà essayer de Plein de de boulot? de renouveler le quinquennat, ça fera 5 Ouais, ans. Et puis nous, on n'a pas envie de grossir, hein. On a envie, oh non, ouais. on veut grandir, et dans le pire des cas, rester à la taille qu'on est aujourd'hui, on est très content. Mais grossir pour devenir un monstre à 2 têtes et reproduire tout ce que j'ai fait en agence, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas le but, d'accord. Non. Super, très bien.
Bon, bah écoute, super, Titem, ça m'a ouvert l'esprit sur plein de trucs que je ne connaissais pas. Bah, Donc, écoute, j'espère que j'ai été à peu près claire. C'est vrai que même moi, parfois, j'ai du mal au quotidien, avoir le je discours. comprends ce que je fais, Ouais, l'expliquer, c'est plus compliqué. Mais j'ai l'impression que de plus en plus de gens ont capté le bordel. le principe. Ouais, Super. Bon, bah ouais. écoute, j'espère que ça aura contribué à faire un peu mieux comprendre ce que vous faites. En Bah, tout j'espère cas, aussi. En tout cas, merci 1000 fois. C'était hyper sympa. bah merci à toi. J'étais ravi de te recevoir et je te dis à une prochaine. À très bientôt, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a 3 choses simples. Envoyez-le autour de vous, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur lepodcastdelaprod@gmail.com. Merci et à très vite.